Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici le sommaire. Ce 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Dans tous les pays, la pandémie de coronavirus a eu un fort impact sur l'humain. Cette année, l'accent est mis sur l'investissement en faveur de la santé mentale. Et puis, l'utilisation accrue des médias sociaux aurait un effet très néfaste sur la santé mentale de la nouvelle génération hyper connectée. Une addiction souvent ignorée, devenue fréquente chez les internautes. Et enfin, l'un des challenges auxquels les femmes sont souvent confrontées, c'est s'affirmer sur leur lieu de travail. Loin d'être lié à la confiance en soi, cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans cette édition. Merci donc de nous rejoindre. La perte d'un emploi, le chômage ou encore des moments difficiles peuvent avoir des conséquences importantes sur le bien-être des personnes touchées et générer parfois du stress. Des situations exacerbées ces derniers mois par la pandémie de Covid-19. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent isolées socialement, surtout ceux qui ont perdu un être cher et qui n'ont pas pu faire leurs adieux aux défunts. En cette journée mondiale de la santé mentale, Patrick Adiabodjou lève le voile ici sur les facteurs de risque et la prise en charge. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour.
Et aujourd'hui, avec l'utilisation accrue des médias sociaux, eh bien, la détérioration au niveau de la santé mentale peut vite arriver. L'addiction que développent les internautes aux réseaux sociaux est source de changements de comportement pouvant affecter leur vie. Plus de détails dans cet élément. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. Les femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Espérons que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Il est aujourd'hui difficile de nier que les inégalités entre hommes et femmes restent un souci majeur dans les milieux professionnels. L'un des challenges auxquels les femmes sont souvent confrontées, c'est d'arriver à s'affirmer. Comment donc peuvent-elles s'y prendre pour développer leur leadership en milieu professionnel? Eh bien, la réponse ici avec Daniel Adetoubou, coach en développement. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel.
La plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel. Hors de nos frontières, à présent en Nouvelle-Brève, en Afrique du Sud, le secteur sucrier fait face actuellement à de nombreux défis. Entre la faiblesse de la demande locale et le ralentissement de la demande, le ralentissement des ventes sur le marché international, l'industrie cherche de nouveaux relais de croissance. L'Association du sucre discute avec le gouvernement pour bénéficier d'une subvention qui lui permettra d'accroître la fabrication de biocarburants grâce à la canne à sucre. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte délicat pour ce regroupement qui doit faire face à une baisse de la demande du sucre avec la taxe imposée par le gouvernement et à des pertes liées à l'exportation du produit à bas prix sur le marché mondial. Vous le savez, les rhinocéros sont braconnés pour leurs cornes auxquelles beaucoup attribuent des vertus médicinales. Mais en Afrique du Sud, un éleveur de rhinocéros fait polémique avec la vente aux enchères des cornes de rhinocéros. À l'en croire, cela lui permettrait de maintenir son exploitation. Plus de précisions dans cet élément. Devrait-on pouvoir vendre des cornes de rhinocéros? Le débat fait rage en Afrique du Sud. Le plus grand éleveur de rhinocéros du pays coupe régulièrement les cornes de ces animaux. Cela ne leur fait pas mal et elles repoussent. La vétérinaire de la ferme explique les raisons d'une telle opération. Pour nous, c'est une mesure de sécurité. C'est pour éloigner les braconniers, car on a tellement de rhinocéros ici. On essaie de dissuader les braconniers en enlevant régulièrement les cornes. Cet élevage appartient à John Hume. Il possède près de 2000 rhinocéros. Il affirme que c'est une activité très coûteuse et qu'il pourra seulement continuer si on l'autorise à vendre leurs cornes. En Asie, elles sont très prisées. Sur le marché noir, elles coûtent 65 000 $ le kilo. Si le gouvernement m'aidait à exporter les animaux ou leurs cornes, ou m'aidait à faire une usine qui transformerait les cornes en bijoux ou en médicaments, alors cette ferme s'agrandirait et accueillerait de plus en plus de rhinocéros. Mais les écologistes estiment qu'il sera impossible de différencier sur le marché les cornes légales de celles obtenues par des braconniers. Ils disent aussi qu'il faut surtout défendre les rhinocéros sauvages et qu'il n'y aura jamais assez de cornes pour satisfaire la forte demande à l'international. En Asie, beaucoup pensent à tort que les cornes ont des vertus médicinales. Et c'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.